On est parti pour cette analyse d'action de Lotus Bakeries, donc les créateurs du fameux spéculoos que tu peux retrouver à côté de ton café, dans un café parisien ou même partout en Europe. Pour te présenter l'action rapidement, c'est une action qui coûte 10 000 euros. C'est-à-dire que pour le porte-monnaie moyen, entre guillemets, c'est très compliqué de l'acheter. Évidemment, tu as la possibilité de l'acheter à travers des fractions d'actions. Mais voilà, un petit peu pour la présentation de l'action. Donc une performance de 37,5% juste pour cette année. Une capitalisation qui est à 8 milliards, c'est-à-dire que c'est encore une mid-cap. Une small cap, c'est inférieur à 2 milliards. Au-dessus de 10 milliards, c'est une large cap. Là, on est dans une mid-cap, donc une entreprise de taille moyenne, entre guillemets. Et au niveau du rendement de dividende, on a 0,41% aujourd'hui qui est versé aux actionnaires. Et pourquoi je te parle de cette action aujourd'hui? Je vais t'en reparler tout à l'heure, mais version courte, le business model est très simple. L'entreprise a des fondamentaux qui sont exceptionnels, a une performance historique qui est exceptionnelle. Et donc l'idée, c'est de savoir si aujourd'hui, il faut concrètement avoir Lotus, acheter Lotus dans son portefeuille ou pas. Donc pour ça, on va faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire une analyse des chiffres, donc une analyse quantitative, une analyse de la stratégie et une analyse du prix actuel pour savoir si ça vaut le coup ou pas de l'avoir dans son portefeuille. Mais avant ça, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'historique. D'où vient Lotus Bakeries? Et pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps. On a une histoire. Notre histoire prend place dans une petite boulangerie au fin fond de la Belgique en 1932. Et à ce moment-là, il y a Jean Boon Senior qui conçoit le premier biscuit au spéculoos. Il l'a appelé Lotus. Et c'est là en fait que Lotus est né. Derrière, ça a énormément plu. C'est un produit qui a tellement plu qu'en fait, quelques années plus tard, dans les années 50, il s'est répandu partout en Belgique. Et les gens ont adoré le concept. Et en fait, le concept il est très simple. C'est un spéculoos qui est emballé pour accompagner un café. Aujourd'hui, partout dans le monde, partout en tout cas en Europe, on connaît ce fameux spéculoos qui est là pour accompagner le café. Et ça a été créé en fait au fur et à mesure des décennies qui sont passées. Et le fait que le spéculoos soit emballé, ça crée aussi une forme de désirabilité envers la marque. L'entreprise marche tellement que 30 ans plus tard, en 1988, ils finissent par s'introduire en bourse sur la bourse de Bruxelles. Et depuis, on a une entreprise qui explose tous les records en termes de performance. L'action a eu une performance moyenne de 19% par an depuis 32 ans. 19% par an. Quand tu compares, par exemple, ne serait-ce que depuis 2004, donc depuis 20 ans, les performances de Lotus et de LVMH, c'est 10 fois LVMH. Et ça c'est assez impressionnant. Quand on prend 19% par an depuis 32 ans, si on prend ça par rapport au MSCI World et qu'on avait investi 10 000 euros dans le MSCI World ou dans Lotus Bakeries, on aurait une différence de 2 500 000 euros. C'est-à-dire que 10 000 euros dans le MSCI World, c'est 136 000 euros au bout de 32 ans. 10 000 euros dans Lotus Bakeries, c'est 2 686 000 euros. Donc effectivement, on a une différence qui est juste phénoménale. Et c'est ça aussi la force quand on arrive à potentiellement sélectionner des actions qui vont performer à long terme, c'est d'avoir cet écart-là qui va se creuser au fur et à mesure des années. Et ça, c'est juste quelques pourcents de différence au niveau du rendement. Et en plus, quand on regarde le cours de l'action, en fait, on se rend compte qu'il est relativement stable. C'est-à-dire que là, on a un cours franchement qui fait, psychologiquement, c'est entre guillemets facile de tenir en tant qu'investisseur. L'entreprise, elle a fait x10 ces 10 dernières années. Bref, en termes de performance, Lotus Bakeries a vraiment clairement tout cartonné depuis qu'ils sont introduits en bourse. Aujourd'hui, le biscuit Lotus et le café sont considérés comme le mariage parfait partout en Europe. Et donc pourquoi on s'y intéresse? Je vais être un petit peu redondant avec ce que je disais, mais l'entreprise a d'excellents fondamentaux. Je t'en parlerai tout à l'heure. Elle a un business qui est très simple, que tout le monde est capable d'analyser. Ça, c'est très important d'avoir un business simple. Surtout quand tu investis dans des actions, il faut chercher des business simples que tu es capable de comprendre et pour lesquels tu es capable de voir et même percevoir potentiellement les risques, les opportunités, les menaces, etc. Elle a un beau potentiel de croissance, je t'en parlerai tout à l'heure, et en plus c'est une entreprise familiale parce qu'aujourd'hui c'est Jean Boon Junior qui est à la tête de l'entreprise.
Donc, au niveau de l'analyse quantitative, donc l'analyse des chiffres, on va très rapidement, hein, comme ça on rentre vraiment dans le vif du sujet. L'analyse des chiffres, ça c'est ce que dit Warren Buffett. Si vous souhaitez investir dans des actions, vous devez savoir analyser les états financiers des entreprises. C'est très important, surtout si tu souhaites investir dans des actions, pas des ETF. Des ETF c'est très simple, mais des actions, de bien prendre en compte les ratios, les éléments financiers, de bien prendre le temps de lire tout ça. Ne serait-ce que les chiffres, c'est très important et franchement c'est pas très compliqué. Littéralement tout le monde peut y arriver et j'étais le dernier à comprendre tout ça à la base et en fait c'est vraiment très très simple. Donc on va résumer parce qu'évidemment je peux pas prendre tous les ratios et c'est pareil hein, pour l'analyse qualitative, je peux pas tout prendre, sinon forcément ça prendrait un petit peu plus de temps qu'une simple vidéo YouTube, mais j'ai essayé de résumer on va dire très simplement des points qui sont essentiels. Donc premièrement la croissance de l'entreprise, la croissance en fait j'ai même pas à le justifier, la croissance c'est quelque chose de très important, c'est ça ce qui fait que la bourse et les actions en particulier surperforment toutes les autres classes d'actifs, c'est le fait que des entreprises ont une forte croissance parce qu'en fait elles arrivent à vendre à de plus en plus de gens et potentiellement elles améliorent de plus en plus leurs bénéfices, elles font des acquisitions, etc. La croissance c'est vraiment la base. Et donc la croissance de Lotus Bakeries, là je t'ai pris des graphiques, la croissance du chiffre d'affaires est d'environ 9,55% par an depuis 20 ans, donc c'est une croissance on va dire largement honorable. Et je t'ai mis à côté la croissance de la marge nette, c'est-à-dire de vraiment ce que l'entreprise garde dans sa poche, donc son bénéfice net à la fin de l'année. Et on voit que la marge nette est passée de 5,4% à 12,2%. Et ça se traduit très simplement juste après, c'est que quand tu regardes la croissance des bénéfices nets, elle est de 14,30% par an depuis 2004. Et ça par contre, c'est vraiment excellent comme stat. Donc voilà déjà pour la croissance. Donc pour rappel, chiffre d'affaires, en gros, c'est ce que tu vas gagner, tout simplement. Donc, c'est vraiment ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire ton salaire. Ok. Après, tu vas avoir toutes tes charges. Donc, si on traduit ça par un particulier, après les charges, ça va être, par exemple, ton loyer, tes courses, bref, tout ce que tu dois payer, entre guillemets, pour vivre. Et à la fin, ton reste à vivre, que toi, tu as en particulier, c'est l'équivalent du bénéfice net pour l'entreprise. Et évidemment, ce qu'on va chercher, nous, c'est le bénéfice net. Parce que le chiffre d'affaires, c'est super, mais si c'est pour avoir une marge de 2%, ça sert à rien. Et là, on voit qu'on a une marge de 12,2%. Et justement, on va en parler. Est-ce qu'elle est rentable? Et sur ça, il y a deux choses à regarder au niveau de la rentabilité. William Higgins dit que la rentabilité est le critère le plus important pour mesurer la qualité d'une boîte. William Higgins, c'est le meilleur gestionnaire de fonds européen. Il est vraiment très très bon, il a plus de 13% par an depuis maintenant des années avec son fonds, il surperforme largement le marché. Et donc en fait, lui ce qu'il dit toujours, c'est que la rentabilité, c'est le plus important. Et là, je t'ai mis deux ratios parce qu'en fait, très souvent, on confond les ratios de profitabilité et de rentabilité. La profitabilité, c'est ce dont je viens de te parler, c'est-à-dire les marges de l'entreprise. Donc concrètement, toi, ton but, c'est d'avoir le plus de marge possible. D'accord? Donc combien l'entreprise garde après avoir payé toutes ses charges. Je te prends l'exemple de Carrefour. Carrefour, ça a 1,5% de marge nette. C'est-à-dire que Carrefour, pour 100 000 euros de vente, va garder 1 500 euros. Africa TV, ça c'est une entreprise que Flora, un des élèves de l'académie, avait découvert en Corée. Africa TV, c'est un concurrent de Twitch. C'est 21,5% de marge nette. Donc pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, elle a 21 000 qu'elle garde dans sa poche. Et donc juste là, tu te rends compte du truc et tu te dis, ok, en fait, elle garde 15 fois plus que Carrefour, même si ça se compare pas du tout, c'est pas du tout les mêmes secteurs, mais c'est juste pour l'exemple. Elle a 15 fois plus en faisant le même chiffre d'affaires, le même nombre de ventes, entre guillemets. Donc effectivement la marge c'est très important d'avoir une entreprise qui a de bonnes marges et donc plus une entreprise garde de cash évidemment mieux c'est. Donc les critères qu'on applique nous par exemple dans l'académie, c'est une marge brute qui est supérieure à 35%, une marge nette supérieure à 10%. Encore une fois je n'ai pas pu te prendre tous les ratios, sinon on allait en avoir quand même pour un petit bout de temps, mais la marge brute de 35%, et effectivement Lotus Bakeries est à 39,23%, ce qui est une très bonne marge brute, et en termes de marge nette on est à 12,16%, c'est ce qu'on voyait justement tout à l'heure sur le graphique. Donc pareil, c'est très bien, c'est des ratios qui sont validés. Mais ça, c'est pas de la rentabilité. Très souvent, quand on dit ouais, est-ce que ton entreprise elle est rentable, on pense aux marges. Les marges, c'est pas de la rentabilité, c'est de la profitabilité. Il faut bien distinguer les deux. La rentabilité, c'est autre chose. La rentabilité, en gros, j'essaie de te résumer ça très simplement. C'est en gros le ROE, le ROIC, le ROCE. Peut-être que tu as déjà entendu ces trucs-là. Ça, c'est pas très compliqué. Donc tu vas voir que je t'ai pris un petit exemple. En gros, le concept, c'est quoi? Et là, je t'invite à mettre pause, à revenir, etc., à regarder ça. Moi, je vais parler vite, mais n'hésite pas à revenir un petit peu en arrière si jamais c'est pas clair. C'est combien j'arrive à générer de bénéfices avec mes actifs. Donc, je vais te prendre un exemple très concret. Imagine Léo.
Léo, c'est ce petit garçon-là. Léo, il a 10 euros qui prend de son argent de poche et ces 10 euros, il va faire une entreprise avec. Il va acheter des citrons et du sucre. Donc en fait, il achète des citrons, du sucre, on va dire qu'il achète de l'eau, peu importe. En gros, il achète des ingrédients avec 10 euros. Il fait de la limonade avec ses citrons, son sucre, etc. et un peu d'eau. Il fait de la limonade, il revend cette limonade. En ayant revendu toute la limonade à 1$ le verre, finalement, il se fait 12$. Ça veut dire qu'en ayant investi 10$, il arrive à se faire 12$. Et donc lui, il fait un profit de 2 euros. D'accord? Donc son profit net, ses bénéfices nets, ils sont de 2 euros. Ce qui veut dire qu'en fait, son ROE est de 2 divisé par 10, c'est-à-dire le profit, donc les bénéfices nets, divisé par ses investissements, et ça lui fait un ROE de 20%. Et en fait, c'est exactement ça le ROE. Alors, n'hésite pas à regarder ça si c'est pas clair, mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que le ROE, ça te montre à quel point tu es doué pour faire de l'argent avec de l'argent que tu as déjà. En gros, c'est ça. Et ça, c'est la vraie rentabilité qu'il faut chercher dans une entreprise. Et là, bon, je te montre ce graphique très vite fait, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus les entreprises qui ont les ROE et les ratios de rentabilité les plus élevés, c'est les entreprises qui sont les plus rentables, ou les actions sont les plus rentables en bourse. Et donc, quand tu vas chercher une entreprise, et ça c'est, enfin, je le dis, mais il n'y a pas que moi qui le dis, il y a William Higgins, il y a Warren Buffett, il y a Peter Lynch, il y a tous les grands investisseurs qui le disent. Vraiment, un des critères les plus importants, c'est la rentabilité, c'est-à-dire le ROE, le ROCE, le ROIC. Vraiment, ça c'est très important, il ne faut pas que tu déroges à ce truc-là, ok? Enfin, à ces ratios-là. Donc ce qu'on va chercher, pour faire très simple, encore une fois j'ai essayé de résumer, mais c'est un ROE qui est supérieur à 15% et un ROCE qui est supérieur à 15%. Là on a un ROE, donc je t'ai mis l'évolution pour que tu aies la moyenne vraiment depuis 2014 avec chaque trimestre, etc. On a un ROE qui a une moyenne de 20% par an depuis 2014. D'accord, ça fluctue en fonction des années, etc. Mais on est dans ces environs, ce qui est exceptionnel, clairement. Lotus Bakeries est à 12,16, pardon. Là, on efface ça. À mon avis, j'ai dû reprendre celui des bénéfices. Mais on est à une moyenne là que tu vois de 20%. Donc, c'est validé. Ici, pour le ROCE, c'est pareil. Le ROCE, c'est ce qui est en orange juste là, qui a une moyenne de 18,3%, ce qui est pareil, ce qui est très bon. Le ROIC, c'est encore un autre critère. Il est à 13,2%, ce qui n'est pas parfait, mais ce qui est quand même très bon. Donc, on a un ROCE qui est plutôt stable, une moyenne de 18,3% par an depuis 2015. Et donc, en termes de ratio de rentabilité, encore une fois, c'est validé. Ensuite, on va regarder l'endettement. Donc, l'endettement, c'est ce que dit Peter Lynch. Une entreprise qui n'a pas de dette ne peut pas faire faillite. En fait, l'endettement, c'est vraiment chercher une entreprise qui a peu de dettes. C'est le premier levier pour éviter, entre guillemets, le plus gros risque qu'on a en tant qu'investisseur en bourse, qui est le risque de faillite. Et donc, ce qu'on va chercher, ça dépend maintenant, il y a des entreprises qui sont très bonnes et tout, mais majoritairement, ce qu'on va chercher, c'est des entreprises qui n'ont pas de dette. Donc, pour ça, je t'ai mis une évolution de la dette totale, du free cash flow et du debt to equity. Alors là, ça paraît chinois, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le debt to equity, donc le truc qui est orange ici, le trait qui est là, il doit toujours être inférieur à 1. Le debt to equity, c'est inférieur à 1. Ça, c'est très important. Et donc là, on a un debt to equity qui est entre 0,5, 0,4, 0,5, etc. Donc globalement, qui est très très bon. Qui est bien maintenu d'ailleurs avec les années. On voit qu'il y a effectivement une évolution de la dette, donc en bleu là, mais c'est normal. Et justement, je vais l'expliquer, c'est qu'en fait, on a une évolution de la dette, mais on a aussi une évolution du chiffre d'affaires. En fait, normalement, les chiffres, ils deviennent tous plus gros avec le temps. Et donc, c'est parfaitement normal. Ce qu'il faut juste regarder, c'est toujours les ratios, c'est-à-dire la dette par rapport à quelque chose. Comme la dette to equity, le debt to equity, qui est là à 0,5. Son free cash flow, donc en gros, son bénéfice net amélioré, entre guillemets, c'est vraiment le cash qu'elle a généré. Il est resté assez stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise investit énormément. Et ça, je vais te montrer ça tout à l'heure. Le debt to EBITDA, donc c'est le deuxième ratio qu'on va regarder. On va regarder donc le debt to equity qui doit être inférieur à 1 et le debt to EBITDA qui doit être inférieur à 2. Là, le debt to EBITDA, il est à 1,42. Donc, en fait, c'est bon. C'est pas mal. Croissance, rentabilité, profitabilité, peu d'endettement. Pour l'instant, on a un sans faute sur Lotus Bakeries. Et donc, n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si ce genre de format te plaît, si ça, ce que tu en penses, si là pour l'instant t'achèterais ou pas. et si tu as des questions, parce que forcément, j'imagine qu'il y a des choses qui sont pas forcément claires. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as des questions ou quoi que ce soit. Donc là, on a fait une analyse des chiffres. Encore une fois, une analyse des chiffres. Normalement, il y a aussi faut regarder les éléments financiers. Il faut un petit peu prendre le temps quand même si quand tu as ta checklist, ça va. Mais il faut un petit peu plus prendre le temps. Mais l'idée, c'est quand même que tu aies une vidéo YouTube qui soit digeste. Et donc, j'ai essayé de te résumer, condenser entre guillemets
les principaux critères que je trouvais pertinents pour Lotus. Pour l'analyse qualitative, c'est l'analyse de la stratégie, hein. Donc en gros, on a l'analyse des chiffres et puis il y a l'analyse entre guillemets qu'on peut moins mesurer, qui est plus un peu au feeling, la stratégie, les ambitions, les menaces, les risques, etc. Là, je t'ai pris 3 critères pour vraiment, encore une fois, rester dans le côté un peu digeste de la vidéo, mais 3 critères qui sont essentiels et vraiment dont je voulais te parler. Premièrement, c'est la répartition des ventes, auquel on va ajouter un point d'interrogation. La répartition des ventes. Donc, ça c'est un gros rappel qui est très important. Toutes les entreprises que nous achetons ont des business simples et il faut rester là-dessus. Il faut absolument que le business reste simple. Donc moi j'évite semi-conducteurs, intelligence artificielle, biotech, tous ces trucs-là je les évite parce que je ne les comprends pas. Et ça, ce serait malhonnête de ma part de juste lire 3-4 articles ou voir 2-3 vidéos de YouTube et me dire que je les comprends. Parce qu'en fait c'est très technique, c'est très poussé. Vendre des spéculoos, disons que c'est un petit peu plus à ma portée. Et donc c'est pour ça que j'aime bien, j'aime bien ce genre de business qui sont vraiment dans la simplicité. Donc en gros au niveau de la répartition, en fait on va avoir, là tu vois, share of revenus, donc en fait le pourcentage des revenus, on va avoir 3 catégories que je vais te détailler juste là. Et c'est important que tu saches quelles sont ces catégories. La première catégorie c'est en gros le biscuit spéculoos, donc la marque Biscoff. Le biscuit spéculoos il est appelé Biscoff aux États-Unis, donc tout ce qui est biscuit spéculoos, pâte à tartiner, etc., etc. Et donc le CAGR, c'est-à-dire la croissance moyenne depuis 2013, elle est de 16% par an. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce segment-là, qui fait la moitié du chiffre d'affaires, qui est vraiment des biscuits spéculoos purs, de la pâte à tartiner et tout, on a une augmentation du chiffre d'affaires de 16% par an. Donc là, il y a une croissance qui est très forte, très très forte. Croissance ne serait-ce qu'en 2023 qui est à 20%. Ensuite, on a ce qu'ils appellent les natural food. Donc là, en fait, c'est l'acquisition d'autres marques. Des marques comme Naked, Trek, Bear, etc. Et donc ça, on a une croissance qui est de 17% par an. Et juste en 2023, elle est de 25%. Et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que là on a vraiment le cas typique d'une entreprise qui, en fait, qui va avoir une croissance organique et une croissance synergique. Une croissance organique, c'est en fait le fait de dire moi, mon produit, il est très bon et donc je vais tout simplement vendre plus, faire plus de marketing, vendre à plus de gens, vendre plus cher, pourquoi pas, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est la croissance de la marque Biscoff, en fait, qui est la marque principale. La deuxième croissance, c'est le fait de se dire, en fait, je vais acheter d'autres entreprises, je vais à peu près les restructurer et elles vont faire partie du groupe maintenant. Ça, c'est ce que fait typiquement LVMH. Il y a le cas de Crocs aussi qui a fait une acquisition de Hey Dude par exemple. Mais voilà, en gros, c'est le fait de s'étendre de ce côté-là en achetant d'autres marques, en les restructurant et en faisant grimper le chiffre d'affaires. Et en fait, là, on a Lotus qui fait les deux. Elle a une croissance organique qui est très bonne et une croissance synergique qui est 17% par an, donc très bonne. Et la troisième partie du CA, en fait, c'est tout ce qui est autres marques. Et donc, les autres marques, là, on a une croissance annuelle moyenne depuis 2013 qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus timide. En 2023, elle a eu 15%, c'est bien, mais sinon, on a eu 3% par an. Donc là, c'est un petit peu plus faible. Ensuite, au niveau de la répartition par pays, là, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vend en Europe et aux States. En gros, c'est ça. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi de savoir, ça c'est important, c'est pour ça que je l'ai quand même mis, c'est que l'entreprise a des sites de production par branche d'activité qui sont partout dans le monde. Et donc ça, d'une certaine manière, ça vient diluer le risque et c'est très intéressant de le noter. Donc voilà un petit peu pour la répartition des ventes. La deuxième chose, c'est l'image de marque à l'international. Et ça, c'est un truc que je voulais te montrer. C'est que la marque Biscoff est devenue la 5e marque de biscuits au niveau mondial. Donc quand tu regardes là, tu vois que la première marque est de loin, c'est Oreo, donc une marque que tout le monde connaît. Et bien la 5e aujourd'hui, c'est Biscoff. Et en 2022, ça c'est en 2023, en 2022 elle était 6e, en 2021 elle était 7e. C'est dire la vitesse à laquelle elle avance. Et en fait son ambition, c'est d'être dans le fameux top 3 qu'on voit ici. Ça c'est vraiment l'ambition de Lotus, c'est de faire partie de ce top 3. Et donc, l'image de marque et d'une manière générale, la marque, elle grossit énormément et en fait, elle est de plus en plus culte, entre guillemets, et ça devient un incontournable. C'est déjà d'ailleurs un incontournable. Et ensuite, la troisième chose, c'est comment l'entreprise réinvestit ses bénéfices. Et ça, c'est très important de le savoir et c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder les chiffres. Il faut toujours regarder les chiffres, c'est très important. Parce que dans les éléments financiers, en fait, on nous dit tout.
Et c'est pas très compliqué de le lire, pas du tout même en fait. Mais donc du coup, j'ai essayé de te résumer ça et on va pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai vraiment essayé de garder l'essentiel. En fait, une entreprise, il faut se dire que globalement, elle a trois choix pour ses bénéfices. Donc l'entreprise, elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin bon, là on parle en millions évidemment, mais elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. À la fin de l'année, il lui reste par exemple 10 000, d'accord, sur ces 100 000, ça fait 10% de marge nette. Ces 10 000 euros, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a trois choix en réalité. Soit on récompense les actionnaires. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, les 10 000 euros, on les verse en dividendes. Et on recommence l'année suivante avec zéro potentiellement de cash qu'on a gardé de côté. Mais c'est pas grave parce qu'on est capable de reproduire. Ça, c'est beaucoup d'entreprises qui sont dans leur phase de maturité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'ont plus besoin de énormément s'étendre et qui n'ont plus la possibilité d'avoir la croissance qu'ils avaient avant. En fait, tout simplement, elles récompensent les actionnaires. Tu as la possibilité de récompenser via des dividendes ou des rachats d'actions. Si ça, c'est pas clair pour les rachats d'actions, si c'est un truc que tu comprends pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo complète là-dessus parce que ça prendrait un petit peu plus de temps de tout expliquer. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les thèmes que j'aborde, même les ratios ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire. La deuxième possibilité, c'est de réinvestir son argent. Donc ça, c'est le truc instinctif, entre guillemets, qu'on se dirait tous. C'est-à-dire que demain, bah oui, si j'ai une entreprise, je gagne de l'argent et je réinvestis tout dans l'entreprise. Ça, sur le papier, évidemment, c'est facile, mais dans quoi elle réinvestit, etc. Mais globalement, ça, c'est ce qu'on appelle, en gros, le CAPEX. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de réinvestissement. Je t'en reparlerai tout à l'heure. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement de garder le cash, hein, tout simplement. Donc, on va dire d'épargner de côté. Donc, soit on verse en dividende, soit on réinvestit, soit on garde le cash. Et là, moi, je t'ai pris une des trois parties pour Lotus parce que c'est la partie, pour moi, la plus importante. C'est les fameux CAPEX. Donc, dans quoi est réinvesti? Et là, ça va être un tout petit peu technique ce que je vais te dire, mais c'est très important de bien distinguer ça. En fait, quand tu analyses une entreprise, il faut que tu regardes un truc qui s'appelle le CAPEX, donc les dépenses d'investissement en gros. Et dans les CAPEX, il y a deux types de CAPEX. Donc en fait, il faut se dire que si tu restes 10 000 euros de bénéfices par exemple, et que tu réinvestis 5 000 euros pour t'acheter un nouveau matériel, et ben en fait, ton CAPEX va être égal à la moitié de tes bénéfices. 5 000 sur 10 000. D'accord? Donc ça, il faut toujours regarder le CAPEX, à quel point c'est important. Maintenant, si tu rachètes un nouveau matériel, c'est pas fondamental. Il y a des CAPEX qui sont fondamentaux, c'est-à-dire je te dis, en fait ton matériel il est tombé en panne, il faut le réparer, ou il faut le maintenir, etc. Ça, c'est des CAPEX obligatoires, et c'est ce qu'on appelle des CAPEX de maintenance. D'accord? Donc c'est des dépenses qui sont obligatoires pour maintenir les actifs achetés. Donc imaginons que tu as acheté un ordinateur et que tu doives maintenir cet ordinateur et voilà, je sais pas moi, payer des techniciens pour qu'ils fassent en sorte que ton ordinateur marche toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle des CAPEX de maintenance. Et ensuite, tu as les CAPEX de croissance. Donc là, c'est des dépenses qui sont plus facultatives pour la croissance, donc des achats d'équipements, des nouvelles technologies, des acquisitions de marques, des entreprises, etc., etc. Et donc là, par exemple, dans le CAPEX de croissance, on va avoir des équipements ou alors carrément des acquisitions, etc. Et donc, il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Et c'est très important, pourquoi je t'ai dit tout ça? C'est très important que le CAPEX de maintenance soit pas trop élevé et en tout cas qu'il reste stable dans la durée. Parce qu'en fait, tant que le CAPEX de maintenance reste stable, lui, c'est la dépense qui sera toujours obligatoire. Et donc ça, c'est les dépenses obligatoires. Nous, on va un maximum les réduire pour avoir le plus de marge possible. Ok? Et donc ça, il faut qu'elle reste stable dans la durée. Et ensuite, les autres CAPEX, c'est du bonus, c'est pour accélérer la croissance. Donc ça, c'est ce que je voulais te montrer, c'est qu'on a un CAPEX de maintenance qui est relativement stable, d'accord, plutôt en augmentation, mais quand même plutôt stable. Et en fait, le gros du CAPEX, c'est du CAPEX d'expansion, du CAPEX de croissance. Et ce CAPEX-là, entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque l'entreprise réinvestit énormément pour continuer de croître. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc les CAPEX de maintenance sont stables, ok? Donc pour l'analyse qualitative, c'est pareil. On a une répartition des ventes qui est vachement équilibrée, partout dans le monde en plus. On a une image de marque qui est tout simplement un incontournable, donc ça c'est un avantage concurrentiel. Je veux dire, demain il y a un concurrent qui vient et qui fait son propre gâteau spéculoos, ça ne marche pas en fait, c'est pas pareil. Et troisièmement, l'entreprise elle a une gestion de ses bénéfices qui est très bonne. Et donc encore une fois, on a pour moi en tout cas un sans faute ou en tout cas de très bons résultats pour Lotus. Donc maintenant la question c'est est-ce que l'entreprise est au bon prix? Et ça, c'est ce que dit Oscar Wilde, les gens connaissent le prix de toute chose et la valeur d'aucune. Donc, est-ce que l'entreprise est au bon prix? Et il ne faut jamais oublier que nous, ce qu'on veut, c'est une marge de sécurité. La bourse, c'est volatile. Il y a des fois où l'action sera trop élevée, des fois très basse et donc il faut en profiter, etc. Mais la valeur de l'entreprise, elle va rester stable dans la durée. Et cette valeur-là, nous, ce qu'on veut, c'est
quand la valeur de l'entreprise elle monte comme ça, bah, l'action elle va peut-être monter là, puis elle va redescendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'acheter quand elle est en bas. Parce que c'est le meilleur moment de faire une bonne affaire. Une maison qui vaut 100 000 euros, bah, si tu l'achètes 200 000, c'est trop cher en fait. Et tu fais pas une bonne affaire. Si tu achètes 75 000, bah là, tu as une marge de sécurité d'office. Et en fait, le meilleur moment pour faire une bonne affaire, c'est à l'achat. Et c'est pas plus compliqué que ça. La valorisation, c'est fondamental. En fait, c'est ça ce qui fait la différence à long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans l'académie, on a surperformé. Et on continue de surperformer le marché. C'est juste parce qu'on achète nos actions, on achète de la qualité, mais surtout, on les achète pas trop cher. Parce qu'on s'assure que quand l'action elle est trop chère, comme par exemple un Nvidia au moment où je tourne cette vidéo, et ben en fait, il y a statistiquement beaucoup plus de chances que ça chute que ça monte. Parce que Nvidia a un PER de 75, il n'y a aucune entreprise qui maintient un PER de 75 dans la durée. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire, ok, moi, oui, Nvidia c'est très bien, mais si je l'achète aujourd'hui, bah, mon action elle va être divisée par au moins 2,5 à long terme. Donc ça vaut pas le coup. Et là, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour nous, Lotus, ça vaut le coup ou pas? Et moi, je vais te donner mon estimation que j'ai faite sur plein de sites. Comme ça, on essaye d'avoir une vision, on va dire, claire. Premièrement, le premier site, c'est Guru Focus. Donc, tu peux aller directement sur Guru Focus, tu tapes Lotus Bakeries et tu vas voir ce graphique. Guru Focus estime que l'entreprise est surévaluée de 17%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes l'action Lotus Bakeries, tu vas payer 17% trop cher. Value Investing Screener, donc le fameux VIS, estime que l'entreprise est surévaluée à largement plus que 500%. En fait, quand tu regardes le prix, selon Value Investing Screener, l'entreprise devrait valoir 1 500 euros. Elle est aujourd'hui à 10 000 euros. Et donc, on serait à une entreprise qui est largement surévaluée. C'est-à-dire qu'elle est de très bonne qualité, mais en fait, les gens la payent trop cher pour ce que c'est. Et donc, il y a un moment ou un autre où forcément, ça risque de soit stagner, soit chuter. Donc ça, c'est déjà pour le Value Investing Screener. Et ensuite, nous, on a notre propre système de calcul qu'on appelle l'Academy Price Calculator dans l'académie. Et quand on regarde l'Academy Price Calculator, on voit que c'est ce rouge 100. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas l'acheter. Par exemple, si on veut faire, nous, comment on l'a construit, c'est si on veut faire 10% par an, à combien de marge de sécurité on est. Et là, on voit qu'on l'achète, selon nous, à 60% trop cher. 60% trop cher. Et là, si je te prends vraiment, si on reprend le prix actuel auquel ça devrait être, selon notre calcul, l'entreprise devrait être à 4 000 euros. Et donc là, on est très 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 loin des 4 000 euros parce qu'on est, d'ailleurs, on n'est pas à 9 990, on est à 10 000 euros. Donc elle est 6 000 euros trop chère selon nous au niveau de l'action. Donc moi, personnellement, peut-être que l'action va monter, mais aujourd'hui, moi, je ne l'achèterai pas. Je ne prends pas ce risque-là. J'ajoute pas ce risque-là dans mon portefeuille. Quitte à acheter d'autres actions qui sont aussi de très bonne qualité, mais beaucoup moins chères. Je te prends un exemple là, par exemple, qu'on a dans notre portefeuille. Typiquement, il y a une entreprise qui vaut 15,34. 15,34, tu vois, c'est comme si c'est un potentiel de 19% par an. Tu vois, là, on voit que là, c'est vert. C'est-à-dire que si tu veux faire 10% par an, tu as 60% de marge de sécurité, donc tu es 60% moins cher. Donc là, effectivement, c'est la même qualité, le même potentiel en tout cas selon nous, beaucoup largement sous-évalué. Et donc c'est plutôt ce type d'entreprise que je vais rechercher. Donc Lotus, pour moi, attention, c'est pas un conseil en investissement. Nos analyses pourraient être erronées. Assurez-vous de réaliser votre propre analyse avant toute décision. Non, mais vraiment, c'est très important de le faire soi-même. Mais pour moi, Lotus est une excellente entreprise. Demain, si l'action est divisée par 2, je réfléchirai largement même pour l'acheter parce que pour moi c'est une excellente entreprise avec un potentiel qui est extraordinaire et en plus les business simples comme ça vaut de l'or en réalité, mais aujourd'hui au prix actuel je la trouve beaucoup trop chère et je pense que sur 20, 25, 30 ans voire même 10, 15 ans, en fait c'est une entreprise qui sera selon moi beaucoup moins rentable qu'elle a pu l'être par le passé. Donc malheureusement, et ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'adore cette entreprise, je n'achète pas Lotus Bakeries dans mon portefeuille. Voilà. N'hésite pas en tout cas à me dire si toi déjà tu l'achètes, ce que tu penses un petit peu de Lotus, ce que tu penses de l'analyse. Et pareil, si tu as des questions, au plaisir dans les commentaires. Oublie pas de lâcher un like, ça aide énormément Boursogramme. Allez, ciao.